Au printemps 1944, les Alliés ont regroupé en Angleterre les forces colossales qui devront, en franchissant la Manche, se lancer à l'assaut d'une Europe asservie par les forces de l'Axe. Baptisé Overlord, ce plan doit débuter par la plus grande attaque par mer de l'histoire. Cette opération cruciale, aussi audacieuse que risquée, porte un nom de code, Neptune. Le débarquement, en ouvrant un nouveau front, doit précipiter la chute de l'Axe et la fin de la guerre. Dans l'esprit des Alliés, le succès de cette opération repose avant tout sur la surprise. L'état-major allemand anticipe une attaque. Il doit ignorer où et quand elle se produira. C'est le but de l'opération Fortitude, une armée fictive de chars gonflables et de canons en bois, réaliste jusqu'à ses communications radio, doit tromper la surveillance allemande et surtout confirmer les dépêches d'espions de l'Axe contrôlés par les Alliés qui annoncent un débarquement dans le Pas-de-Calais et des opérations en Norvège ou en Bretagne. Jusqu'à la veille du débarquement, les bombardiers alliés vont même larguer les 2/3 de leurs bombes en dehors de la future zone d'attaque pour détourner l'attention du véritable objectif, la Normandie. Sur place, les réseaux de résistance renseignent les Alliés et se préparent à saboter les lignes de communication quand viendra le jour J. 5 juin 1944. Dernier préparatif pour l'assaut qui a été reporté au 6 à cause de la météo. Eisenhower, commandant en chef de l'opération, rend visite aux parachutistes américains. Avec leurs homologues britanniques, ils vont être les premiers à s'élancer pour couvrir les flancs des troupes débarquées. À minuit, 7000 navires rassemblés en un immense carrousel nautique surnommé Piccadilly Circus s'avancent dans les chenaux dégagés par les dragueurs de mines. À 5h30, l'horizon est barré par un mur de feu. Ce sont les navires de guerre alliés qui se déchaînent sur les défenses côtières, bientôt épaulés par les barges de débarquement dont certaines ont été armées de roquettes pour assurer une puissance de feu maximale. Pour débarquer une force suffisante dès les premières heures, l'assaut est réparti sur 5 plages. Utah et Omaha pour les troupes américaines, Gold, Juno et Sword pour les Anglo-Canadiens. Sur Utah et dans le secteur anglo-canadien, la résistance adverse est rapidement débordée et les troupes progressent. À Ouistreham, dans le secteur Sword, les 177 Français du commando Kieffer s'illustrent dans de violents combats de rue. C'est sur Omaha que l'opération, lancée à 6h30, frôle le désastre. En quelques heures, les plages sont devenues un paysage d'apocalypse. Parsemées d'épaves et de débris, on dénombrera au soir près de 4000 soldats américains tués, blessés ou disparus. Malgré l'anéantissement de la première vague, le commandement ordonne de poursuivre l'assaut. Un échec sur Omaha pourrait être celui du débarquement tout entier. Et ce n'est qu'en fin de matinée que les troupes réussissent à entamer les défenses allemandes pour déboucher des plages où convergent des renforts toujours plus nombreux malgré le feu croisé des mitrailleuses et canons ennemis. Parmi ces canons, il y a ceux de la pointe du Hawk, défendus par de hautes falaises, que les Rangers américains escaladent à l'aide de grappins avant d'affronter les défenseurs au corps à corps. Au soir du 6 juin, les Alliés ont pris pied sur le continent. Les Anglo-Canadiens ont fait la jonction avec leurs troupes aéroportées. Et il en est bientôt de même pour les parachutistes américains qui, largués en désordre, ont dû combattre par petits groupes, atteignant leurs objectifs au prix de terribles efforts. Malgré une première contre-attaque allemande entre le 8 et le 12 juin, les Alliés constituent une solide tête de pont.
Les plages du débarquement sont désormais devenues des ports où affluent les hommes et le matériel qui seront jetés dans une nouvelle bataille. Plus terrible encore, la bataille de Normandie.